Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Alors déjà pour commencer, souvenez-vous, la semaine dernière, j'étais souffrant, j'avais accusé lutte ouvrière d'avoir empoisonné ma boisson pour me faire taire. Étonnamment, peut-être, certainement, c'est lié au sujet du jour, je vais beaucoup mieux. Je couve un léger rhume, alors peut-être que un militant de génération, s'ils existent, m'a éternué dessus volontairement, mais globalement, je vais bien. Alors, quel est le sujet du jour? Eh ben, laissez-moi vous raconter. Il y a au début de la semaine dernière, un train est arrivé dans la gare SNCF de Tours en provenance de Paris. À bord de ce train, on pouvait trouver une délégation, la délégation de l'avenir. Oui, je parle bien sûr du groupe pour le nouveau Front Populaire 2027. Alors, je vais rappeler très rapidement ce que c'est cette histoire. Ont prévu plusieurs partis dits de gauche et autres mouvements de préparer une primaire de gauche en vue de la campagne présidentielle de 2027, l'élection, pardon, et qui donc se tiendrait en octobre. Déjà, je pense, je vais rappeler rapidement le fonctionnement avant bien sûr de passer au sujet un peu croustillant. Je préviens, cet épisode n'est pas spécialement travaillé, j'avais juste envie de me moquer de tous ces gens. Donc la partie intéressante, ça va être quand on va passer en revue tous les différents candidats et acteurs du machin. Mais je vais quand même rappeler ce truc-là, je sais pas si vous l'avez vu passer. Bon, déjà, dans l'idée, ça va être une primaire comme il y en a souvent. Donc une primaire, c'est initialement une élection souvent à l'intérieur d'un parti, mais là, en l'occurrence, non. En tout cas, une élection en prévision d'une élection de plus grande échéance. Donc, si vous voulez, le PS a fait ça plusieurs fois, notamment en 2017, qui avait mené à la candidature de Benoît Hamon. LR a fait ça aussi à l'époque. Et ça s'est un peu évanoui pour des raisons très simples. C'est qu'au final, en fait, ceux qui avaient gagné, par exemple 2017, vous prenez les candidats qui avaient été investis suite à la primaire. Au PS, Benoît Hamon, et à droite, à LR, c'était François Fillon. Au final, n'étaient pas les personnalités qui auraient pu devenir président en termes de popularité. Par exemple, en 2017, tout le monde disait que Alain Juppé allait devenir président. Il était super populaire, justement parce que fédérateur jusqu'au centriste, etc. Il est arrivé à la primaire, sauf que malheureusement, il a perdu, parce que, en fait, c'est un truc assez classique. La majorité de la population trouve que Juppé est génial, sauf qu'à l'intérieur des électeurs LR, la plupart préfèrent un mec plus radical, ça fait sens. Et donc il s'est fait éliminer, et c'est François Fillon qui a dû y aller, et comme il fallait respecter l'appareil et son fonctionnement, Juppé s'est retiré. Bon, manque de peau, déjà Fillon n'était pas si bon, et puis surtout il y avait eu l'histoire du canard enchaîné et des emplois fictifs dont vous vous rappelez, je pense. Et ils avaient d'ailleurs rappelé, je crois, Juppé au secours pour qu'au final il revienne. Il avait dit non, bien sûr. Et de l'autre côté, Benoît Hamon, c'est un peu pareil. Alors lui, si on est un peu plus deep dans l'appareil socialiste, c'est surtout parce que c'est un mec qui a fait 15 ans de jeune socialiste. Donc ensuite, quand il est arrivé à maturité politique, et ben la plupart des adhérents le connaissaient des jeunesses, les militants pareil, et les autres membres aussi. Mais si vous voulez, c'était certainement pas une personnalité. Alors, il nous dérange pas, hein, il est très sympa, mais c'était pas une personnalité capable de devenir président, quoi. Donc, les primaires, c'est devenu un peu désuet. Mais là, c'est l'idée qui est sortie. Alors, d'où ça vient? Eh ben, c'est très simple. C'est les législatives 2024, avec la création du nouveau Front Populaire, qui nous ont fait arriver à cette idée-là. En tout cas, enfin nous, pas, certainement pas moi, mais en tout cas les partis impliqués là-dedans, pas tous. Dès qu'il y a eu les législatives, pendant la campagne, avant même qu'on ait les résultats, une partie des représentants du NFP avait commencé à semer cette idée-là pour les présidentielles. Donc en tête de liste, ceux qu'on retrouve aujourd'hui candidats pour cette dite primaire, Marine Tondelier, François Ruffin et Clémentine Autain, etc. On va tous revenir sur eux. Mais donc, à ce moment-là, ils commencent à émettre cette idée-là.
Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est, mais vous voyez, c'est génial, l'Union, on arrive à aller super loin, à être super populaire, et je ne sais quoi d'autre comme excuse. La vérité, c'est surtout que, prenons l'exemple de Marine Tondelier, eh ben, alors que le parti écolo était en train de crever ces dernières années, parce qu'ils avaient ce truc-là de les écolos, c'est génial, ils marchent super bien aux européennes. Ils sont arrivés aux européennes, Toussaint, je crois qu'elle s'appelait, je sais plus ce que c'était son prénom, Marie Toussaint, candidate écolo aux européennes, a fait un flop total, contrairement aux résultats de Jadot d'avant. Donc on a un parti qui était en train de mourir en fait, et puis pour aussi une raison assez simple, c'est que le parti écolo, si vous voulez, il est né dans un contexte où personne ne parlait d'écologie. Là, ça va faire 10 ans que c'est un des sujets principaux de tous les partis politiques, même à droite et à extrême droite. Donc il a plus trop de raison d'exister ce parti, et d'ailleurs on voit qu'il est séparé en une aile de droite qui est plutôt branchée atlantiste, super macroniste, en tout qu'on va qualifier de start-up nation, quoi. Si vous voulez, c'est tous ces chefs d'entreprise verts, quoi. Et d'une aile plus à gauche, incarnée par exemple Sandrine Rousseau, qui elle est plus proche de LFI d'une certaine manière. Donc c'est l'opposition Jadot-Rousseau, quoi, pour donner des visages. Donc c'est un parti qui était en train de mourir, et avec ce NFP là, eh ben c'était génial parce que alors qu'ils représentent rien électoralement dans la population, eh ben ils étaient aux côtés du PS et de LFI, mais du PC, même si pour le PC c'est un peu pareil, comme s'ils étaient égaux à eux en fait. Ça leur a donné une importance géniale parce que le NFP c'était les écolos, LFI et le PS. Donc ça leur a redonné une importance. Donc très vite, ils ont senti le truc intéressant pour eux et ils sont rapidement positionnés pour cette histoire de présidentielle. Alors ça a tenu, visiblement, puisque là, on est donc de retour là, à Tours, là, sur ce que j'avais commencé à vous raconter. À Tours, le week-end dernier, je crois que c'était ce week-end, par rapport à, parce qu'ils soutiennent une partie donc de ces gens du NFP, soutiennent une candidate ou un candidat à Tours, et donc ils se sont dit que c'était une excellente occasion pour y aller, et il y a eu toute une soirée comme ça sur la fameuse primaire de gauche, donc il y a eu une annonce officielle de ce truc-là. Ils en ont profité pour expliquer comment ça allait fonctionner. Donc, l'année prochaine, alors j'ai dit octobre, mais c'est peut-être novembre, je sais plus, j'avoue, comme je vais pas courir pour aller aux urnes, j'ai un peu oublié, surtout que on va y revenir, mais il y a des chances que ça se fasse jamais en fait. Bon, donc ils ont dit que l'année prochaine, en début d'année scolaire prochaine, il y aurait cette élection. Donc, tout le monde peut candidater à condition d'avoir recueilli 400 signatures. Non, 500, pardon. 500 signatures d'élus. Alors, c'est un peu le même fonctionnement que pour les présidentielles, sauf que la différence, c'est ils sont pas été cons là-dessus. Les élus peuvent donner des signatures à 2 voire 3 candidats, alors que au présidentiel, chaque élu ne peut en donner qu'une. D'ailleurs, au présidentiel, c'est simplement les maires. Là, c'est élus. Alors c'est super large. Globalement, tous ceux qui voudront candidater et qui font partie d'un parti qui existe déjà et qui ont, on va dire, un long passé politique, vont pouvoir s'en sortir. Quand on y pense, c'est énorme qu'un élu puisse donner 3 signatures. C'est ridicule. Mais parce qu'en fait, la plupart savent que sinon, ça aurait été super galère. Surtout qu'ils ne sont pas beaucoup à porter le projet, contrairement à ce qu'ils disent. Donc normalement ça va être ça. Alors on sait pas encore si c'est comment ça va fonctionner, si c'est un deuxième tour par pourcentage, vous voyez, comme où il peut y avoir des triangulaires comme aux législatives, où c'est sur du second tour à 2 max, ça on n'en sait rien. Et puis à vrai dire ça intéresse pas grand monde, surtout que on ne sait même pas si vraiment ça va avoir lieu. Tout ce qu'on sait c'est cette histoire de signature. Ils ont aussi précisé donc on pourrait voter il y aurait des bureaux de vote dans tous les cantons de France, de métropole et des dom-toms. Alors je sais pas à quel point c'est-à-dire que si en plus, nous par exemple, moi qui suis dans les Yvelines, je dois me déplacer à Saint-Marc-les-Fossés pour aller voter pour Olivier Faure, c'est impossible. Donc, et en même temps, je ne sais pas trop s'ils vont... c'est certain qu'ils vont pas avoir l'appui national et municipal pour pouvoir foutre des bureaux de vote dans toutes les villes de France, parce que je crois pas que la mairie de Saint-Cloud, par exemple, ait l'obligation d'accueillir le vote de la primaire de gauche. Donc ça, on sait pas trop non plus, mais ils ont dit que ce serait partout. C'est génial, on sait pas trop quoi faire de cette info.
Passons aux acteurs. Alors j'appelle ça les personnages parce qu'il y a les candidats, il y a les candidats pas encore officiels, il y a ceux qui soutiennent simplement, et puis il y a les méchants qui veulent pas participer. Je vais commencer par ceux qui sont autour mais qui ne sont pas candidats. Déjà en tête, on a quand même Lucie Castet. Alors le fantôme. Alors ce qui est ouf, c'est que vous allez voir, dans leur bouche, tout le monde soutient. Tout le monde est chaud pour la primaire de gauche. Ils sont à ça de dire que Nietzsche a dit que Dieu était pas mort, il soutient Clémentine Autain, quoi. C'est, dans leur tête, là, c'est tout le monde en France, il y a un vent nouveau qui soutient une primaire de gauche pour pouvoir aller voter pour Clémentine Autain ou François Ruffin. En réalité, il y a qui ? Il y a Lucie Castet. Comme c'est bizarre, c'est-à-dire c'est une femme, vous vous en rappelez, qui était la candidate pour être première ministre du nouveau Front Populaire en 2024. Ça a bien fonctionné. Vous la connaissiez pas avant et vous l'avez oubliée ensuite. Et ben en fait, c'est typiquement le genre de personnage qu'on va retrouver dans toute cette histoire, parce que c'est des gens qui n'existent que grâce à cette histoire d'union. Alors elle, c'est littéral, puisque personne n'avait jamais entendu parler d'elle. Elle a aucun poids politique, c'est pour ça qu'elle avait été choisie d'ailleurs. Et depuis, elle essaye d'exister comme ça, en tant que personnage de gauche un peu flou. Alors bon, elle avait quand même participé aux géniaux amphis des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts l'année dernière. Mais globalement, c'est personne. Donc elle, évidemment, elle est à fond. Alors pourquoi ? Pour avoir sûrement un poste de ministre dans le gouvernement du futur président de sortie de cette union, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, elle trouve ça génial. Sinon, on a aussi Raquel Garrido et Corbière, dont je parlerai un peu plus tard quand j'aborderai Clémentine Autain. Et globalement, c'est tout pour les personnages autour. C'est Lucie Castet qui mène le truc. D'ailleurs, dans cette fameuse image de la délégation qui sortait du train, c'était Lucie Castet en tête, parce que y a-t-il un personnage plus marquant que Lucie Castet, quoi ? Moi, je pourrais aller jusqu'au bout pour Lucie Castet. Passons donc aux candidats non officiels. Alors, qui est-ce qu'il y a là-dedans ? Candidat non officiel, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh ben, c'est les gens qui se sont prononcés en soutien avec cette idée-là, mais qui n'ont pas encore officiellement proposé leur candidature. Dedans, il y a des personnages comme Sandrine Rousseau, par exemple, qui trouvent que l'approche est intéressante, mais c'est pas certain qu'elle candidate. Parce que si elle candidate alors que Tondelier l'est aussi, ça voudrait dire qu'elle irait sans étiquette, puisqu'elle est membre de ELV aussi, ou alors ELV autorise 2 candidats du même parti, ce serait un peu étrange, donc on sait pas trop. Il y a aussi le PCF, donc Fabien Roussel, qui est certainement, puisqu'il est secrétaire du parti, va candidater au présidentiel. Lui, il ne s'est pas encore prononcé, le PCF a dit qu'il réfléchissait. À vrai dire, je pense que la stratégie du PCF, c'est de mettre un remis à la discussion WhatsApp du nouveau Front Populaire 2027, dans le sens où il a parié sur un truc qui est plutôt probable, c'est-à-dire que le projet s'effondre complètement et qu'en réalité tout le monde aille candidater au final. Je pense que lui, il a pas envie trop d'être dedans. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va certainement pas gagner s'il y a élection. Et alors, grand détail que j'ai oublié, des modalités, bien sûr. Cette primaire signifie surtout, c'est peut-être le seul truc important, c'est tous les candidats ont juré sur l'honneur qu'ils soutiendraient le gagnant de cette élection. François Ruffin, Tondelier, tous ont dit « si c'est un autre qui gagne, je le soutiendrai pour la campagne ». Alors, soutenir, si vous voulez, c'est un terme tellement large qu'en fait, la seule chose que ça veut dire, c'est « je ne candidaterai pas au présidentiel ». Parce que soutenir... Personne n'imagine Ruffin aller faire tous les plateaux télé pour dire qu'il faut aller voter Tondelier. C'est simplement qu'il ne va pas candidater en réalité. Mais c'est quand même important parce qu'ils mettent leur candidature en jeu. Comme ils pensent tous qu'ils peuvent être présidents, et ben c'est important pour eux. Mais bon, là, certains sont prêts à faire ce sacrifice. Je ne pense pas que ce soit le cas de Fabien Roussel, qui il l'a montré parce que rappelez-vous, jusqu'en 2017, le PCF, depuis 2 élections présidentielles, donc depuis 10 ans, s'était retiré ces 2 élections présidentielles-là, de 2012 et 2017, derrière Jean-Luc Mélenchon. Et Roussel est passé
secrétaire du parti, pardon. Ça y est, l'effet du poison génération. Quand il est passé secrétaire, Fabien Roussel, il a brisé cette alliance, et depuis, on le voit toujours très critique de Mélenchon. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est un mec qui est persuadé d'être assez intéressant pour... Je mets des balles à Fabien Roussel, là, j'ai pas fini, alors qu'il est même pas dans le projet. Mais ça fait toujours plaisir. Fabien Roussel, le mec, et on le voyait d'ailleurs en campagne de 2022, est persuadé d'avoir un truc à apporter à la France, d'être un potentiel bon président. Alors, en plus, il incarne un truc qui est assez insupportable, c'est l'homme de gauche que les mecs de droite adorent. Pourquoi ? Parce qu'il est inoffensif, et surtout parce que il fait un peu le réac comme tous les mecs du PCF, donc il dit ah, ils nous font chier avec les véganes, on adore la viande, on adore les bagnoles et tout, quoi. Une sorte de côté masculiniste insupportable. Il se joue le macho avec en plus un côté un peu joué, où on voit qu'il raconte un peu des conneries. Le mec, à chaque fois, il parle des barbecues, il adore les barbecues, tu vois. Enfin, mec insupportable qui en plus est franchement mauvais, qui, on le rappellera jamais assez, hein, qu'on soit mélenchoniste ou non, en 2022, il est la seule cause de l'échec de Mélenchon pour le second tour. Mélenchon était à 400 000 voix, Roussel a fait 2%, et je vous rappelle que les 2 élections précédentes, le PCF était rangé derrière LFI, et tous les candidats communistes quasiment avaient voté pour Mélenchon sans problème. Il y a un truc qu'il faut comprendre avec le vote communiste, c'est qu'il y a... Pour le militant communiste, alors souvent en plus parce qu'il n'y a plus que des anciens maintenant, parce qu'il n'y a plus personne qui prend sa carte au PCF maintenant, mais si vous voulez, le militant historique du PCF, s'il y a un candidat communiste quelque part, il va voter pour lui. C'est une loyauté qui les a beaucoup aidés, qui les aide à exister encore, mais qui surtout peut être un frein, parce qu'il y a beaucoup de militants du PCF qui sont en désaccord profond avec Fabien Roussel, beaucoup d'autres sont très proches de Mélenchon, et vote avec plaisir pour lui lors d'une présidentielle si il n'y a pas le PCF. Mais par loyauté, la plupart, donc vous voyez, ça représente 2,2% en 2022, vont voter pour Roussel parce que c'est le PCF et qu'ils vont voter pour le PCF. Donc il y a un vrai... c'est à la fois de l'ambition et de l'imbécilité de la part de Roussel qui en fait un personnage assez détestable, je trouve. Mais pas spécialement parce que je suis un ultra mélenchoniste du tout. C'est plutôt le côté ultra réac, macho, qui essaye de flirter avec les vrais mecs et tout, qui est un peu insupportable, je trouve. Donc Roussel, il n'est pas candidat. En tout cas, pas encore. Je pense pas honnêtement qu'il le sera. Au présidentiel, si, mais pas à la primaire. Ensuite, là, on est encore dans les non-officiels, donc ceux qu'on ne sait pas encore. Pas ceux qui ont refusé, ça sera les derniers à passer. Le gros questionnement, c'est le PS, incarné donc par Olivier Faure. Ils étaient là à la réunion à Tours pour le nouveau Front Populaire, pour le soutenir, même si Olivier Faure a tenu à rappeler qu'ils n'étaient pas encore officiellement candidats au PS. Pourquoi ? Et ça, c'est quand même le PS in a nutshell, quoi. Parce qu'il a dit... que si eux ils trouvaient l'idée très très bien, mais que si François Hollande arrivait avec un projet concret et qui voulait être candidat à la présidentielle, et ben pourquoi pas, ça s'entend. Donc là, Olivier Faure explique qu'ils sont pas prêts, ils sont pas certains de vouloir faire le NFP, parce que s'il y a François Hollande qui dit qu'il est candidat quand même, on va pas se faire chier avec une primaire. En plus, c'est bizarre parce que ça veut dire que François Hollande a tellement la voix royale qu'il passerait pas par une primaire. Alors Olivier Faure, si, parce que c'est un mec normal, mais François Hollande, attendez, on va quand même pas lui faire une primaire. Imaginez s'il perd, il pourrait pas candidater, quoi. Donc, Olivier Faure, questionnement. Qu'est-ce qu'ils ont dit clairement ? Ils ont dit qu'ils attendaient les municipales. Après les municipales, ils feront un congrès où ils discuteraient de si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je pense assez certainement qu'ils vont finir par y aller. Alors, est-ce que Hollande, à part si de fait est Hollande candidate, moi je suis pas certain, mais en tout cas, si Olivier Faure reste le candidat dans l'idée du PS, sachant qu'il a jamais été candidat, je vous rappelle que c'était Anne Hidalgo en 2022, et donc ils n'ont pas prévu de faire de primaire non plus, visiblement.
Dans l'idée, c'est Olivier Faure, et dans l'idée aussi, lui, je pense cette idée le dérange pas, qu'il gagne ou pas d'ailleurs, hein, je pense qu'il s'en fiche complètement. Olivier Faure, c'est un mec qui est pas spécialement ambitieux, je pense pas qu'il ait envie d'être président, mais l'idée de faire le PS exister, je pense, lui plaît déjà assez, c'est déjà assez pour lui. Mais d'ailleurs, le NFP a aidé le PS à un moment à avoir une existence plus au-delà de celle des traîtres, quoi. Ils ont été légitimés pendant de courts mois pendant le NFP avant de retomber dans le plaisir de la trahison, en finissant par ne pas censurer les divers gouvernements et programmes. Donc aujourd'hui, Olivier Faure s'est pas encore prononcé. Je peux pas dire l'avenir, mais si Hollande ne candidate pas, ils vont certainement y aller aussi. Et faut pas prendre à la légère cette candidature, parce que même si Olivier Faure est pas un mec que je trouve ambitieux, qui pour moi n'a pas spécialement envie d'être président, ça veut pas dire qu'il va pas gagner. Continuons avec cette fois-ci les candidats, ceux qui se sont prononcés là-dessus. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Je pense pas qu'il y en aura des masses plus, parce que je réfléchis, je sais pas trop qui pourrait sortir. Alors, il y aura peut-être des fous qui vont sortir de là, mais globalement, dans les candidats dits sérieux, pour ce que ça vaut, parce que c'est quand même un festival de clowns, on commence avec Clémentine Autain. Alors, Clémentine Autain. Et son bras droit, Corbière, et son bras gauche, Raquel Garrido. Donc, le trio. Alors, ils sont connus. Clémentine Autain est connue pour avoir été une longue camarade, de longue date en tout cas, de Corbière, avec Corbière de Jean-Luc Mélenchon. Garrido aussi, mais un peu moins, c'est moins une historique mélenchoniste. Donc des vieux de la vieille, d'une certaine manière, du mouvement insoumis, qui ont fait la une récemment, en tout cas il y a un peu plus d'un an, au moment des législatives 2024, quand ils ont été virés du parti de la France Insoumise. Alors, virés, en plus, c'est pas le bon terme. En réalité, ils ont juste pas été réinvestis. C'est pas le cas pour Clémentine Autain, en plus, puisqu'elle elle a été réinvestie par la France Insoumise. Elle est à Sevran, elle, je crois, donc en plus, tranquillos. Elle avait pas été virée du tout. Mais Garrido, elle, avait pas été réinvestie, puisque LFI avait choisi de soutenir Ali Diouara, qui a fini par gagner, d'ailleurs. Et Corbière, même histoire, parce qu'en fait, c'était dans la logique de la France Insoumise et même plus largement du NFP. Le NFP avait promis d'intégrer plus de personnes de la société civile pour les élections. Et Ali Diouara étant quelqu'un du monde associatif, je crois que Corbière, à sa place, ils avaient proposé un mec du monde syndical, je crois, mais Corbière, lui, a réussi à être élu. Donc c'était un peu ridicule parce que Garrido comme Corbière se sont quand même présentés au final, mais avec une liste dissidente, mais quand même dans le NFP. Et Garrido s'était retiré au second tour, et donc n'est plus député, tandis que Corbière est député. Autain ensuite a suivi et a quitté la France Insoumise, comme Ruffin, dont on parlera plus tard. Et ils ont créé, donc c'est pas Ruffin, Autain, Corbière et Garrido, un parti dont j'avoue j'ai oublié le nom, mais mon professionnalisme s'arrête là, j'avoue. À chaque fois j'oublie, c'est un nom à la con en plus. Et donc ils ont créé ce parti-là. Et ils ont eu une sorte de buzz ridicule, notamment grâce à la droite, parce qu'ils ont été présentés comme les purgés de la France Insoumise. Soi-disant parce que, je sais plus ce que c'était les raisons, que c'était, je sais plus les histoires. Ah oui, pour le... Corbière et Garrido disaient que c'était par rapport au 7 octobre ou je sais plus quoi, que on voulait les faire taire parce que il y avait de l'antisémitisme à l'intérieur de la France Insoumise. Je sais plus trop ce que c'était. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est différent de la réalité. Je vais défendre LFI alors que je suis pas spécialement un insoumis, mais par souci de vérité, on va dire. En fait, le problème, surtout, c'est que certes, Corbière et Clémentine Autain ont longtemps été des compagnons de LFI et de Mélenchon. C'était la garde rapprochée de Mélenchon à un moment. Sauf qu'ils ont commencé à s'éloigner au fur et à mesure quand les nouvelles têtes sont arrivées et ont pris la place déjà de Corbière, surtout parce que Corbière à un moment il était porte-parole, on le voyait souvent à la télé, il était très très mauvais en plus. Bompard est arrivé, Clémence Guettet est arrivé, Antoine Léaumont, des nouveaux visages si vous voulez.
Et on a découvert, en fait, à ce moment-là, que Corbière était pas très très bon. Et ça lui a pas plu. Et Garrido l'a suivi, Autain aussi. Ils l'ont suivi où? Dans un petit restaurant pour aller dîner avec Ruffin, les écolos et le PS, avec Legrain, donc le fameux milliardaire de gauche. Donc ça, c'était il y a plus de 3 ans maintenant, c'était 1 an à la législative. Ils ont organisé ce dîner, bon, malheureusement il y avait des journalistes qui ont pris des photos, et ensuite ils ont révélé de quoi est-ce qu'ils avaient parlé, c'est-à-dire d'un avenir pour gagner la présidentielle à gauche sans Mélenchon. Donc un peu trahison, quoi. C'est-à-dire que là, Corbière et ses potes étaient en train de négocier pour évincer Mélenchon en gros. Ça et d'autres affaires où en gros on a compris qu'en secret, c'est les trois loustiques plus Ruffin essayaient de dégager Mélenchon en gros. Bon, ça, si vous voulez, c'est un truc qui arrive tout le temps dans les partis. Des mecs qui se font dégager parce qu'ils sont considérés comme des traîtres, ça arrive tout le temps. En plus, encore une fois, ils n'avaient pas été virés de la France Insoumise, ils n'avaient juste pas été réinvestis, ce qui est un peu différent. On a dit les purgés comme s'ils étaient... on les avait écorchés vifs, quoi. C'est pas ça du tout, ils ont juste pas été réinvestis au profit de visages qui correspondaient plus au projet du NFP. Encore une fois, je suis obligé de défendre LFI là, puisque c'est la réalité. En plus, moi je trouve j'ai un certain malaise avec ce genre de personnalité qui est tellement accroché à son siège, puisque c'est son métier, alors que ça devrait pas l'être, c'est pas un métier, député, qui en revient à conspuer un candidat venu, je parle de Ali Douara, de la Courneuve, donc de l'endroit de la circonscription, du monde associatif. C'était un candidat super important, en plus même pour la représentativité, etc. D'ailleurs, c'est plutôt un bon député, je trouve, il est candidat au municipal. Ça en est ridicule d'à ce point-là pleurer, parce qu'on sait qu'on va perdre la circonscription qu'on nous avait donnée, parce que Garrido, par exemple, était parachuté dans un endroit qu'on savait gagner facilement dans le 93. Eh ben, c'est ridicule de se retrouver à pleurer pour ça. Ce n'est pas un métier, député, si tu veux faire de la politique, tu peux exister différemment. Là, simplement, elle avait le seum parce que elle était payée 6 000 par mois et elle trouvait ça très bien. Il y avait en plus leur histoire là, de la femme de ménage qui payait pas au couple Garrido-Corbière, bref. Donc, derrière, ils ont décidé que c'était Clémentine Autain qui allait être leur candidate, Corbière et Garrido se mettant derrière elle, pour candidater à la primaire et donc in extenso à la présidentielle. Alors Clémentine Autain, globalement, économiquement, par exemple, elle suit le programme de la France Insoumise. Elle a aidé à le construire d'ailleurs, c'est un personnage qui est intéressant, qui a des idées. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec Clémentine Autain, en tout cas sur les questions économiques et sociales. C'est un personnage qui est intéressant, qui a des idées, qui parle bien, etc. Et c'est certainement le personnage le plus à gauche, je pense, qu'on va retrouver dans tout ce groupe-là. Mais elle a un gros défaut, c'est, je sais pas pourquoi, elle a un souci avec l'islamophobie. Elle n'arrive pas à le dire, elle dit qu'elle veut pas utiliser le terme islamophobie. Elle dit haine des musulmans, et on l'a interviewée plusieurs fois, pas moi, hein, mais sur la question du terme islamophobie, elle est mal à l'aise avec ça. Pourquoi, je sais pas trop, à vrai dire. Mais c'est un truc qui fait un peu tâche, parce que pourquoi en fait, ça te pousse à te questionner pourquoi tu as à ce point-là un problème avec ce terme-là. Donc ça l'a pas aidé, et ça fait partie des trucs qui l'ont éloigné, je pense, de la France Insoumise. Mais sinon, globalement, c'est pas un personnage inintéressant. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle a pas assez de puissance, de charisme, je sais pas, mais en tout cas, il lui manque clairement quelque chose, une manière de parler, une approche, un discours politique différent qui lui permettrait vraiment d'aspirer à la présidentielle, quoi. En gros, moi je voterais pas pour Clémentine Autain, quoi, mais de toute façon je voterais pour personne là. Mais elle suit la France Insoumise, c'est pour ça son programme est plutôt de gauche, on va dire. Mais sur d'autres aspects, comme l'islamophobie et le racisme, on sait pas pourquoi elle est bancale, je pense pas qu'elle soit raciste, mais elle a un malaise étonnant en cette période. Et puis surtout, derrière, c'est Garrido et Corbière qui, eux, par contre, sont des personnages que moi, je trouve, encore une fois, ridicules, parce que
Pas pour leurs idées politiques, pas même parce que je suis un fou mélanchoniste qui est d'accord avec leur purge. Moi, ce que je vous le redis, ce que j'ai pas aimé, c'est le côté s'accrocher à son siège coûte que coûte. Ça me plaît pas parce que ce n'est pas ça, si vous voulez, le rôle du député. Ce n'est pas un emploi, c'est pas ça. Bon, continuons. J'hésite. Allez, Tondelier. Donc Marine Tondelier. Alors elle, c'est peut-être celle qui a le plus porté cette idée-là de la primaire. Donc évidemment, elle a rapidement candidaté officiellement. Bon, je l'ai un peu dit au début. Tondelier, comme le reste de son parti, a trouvé une renaissance, une nouvelle existence dans l'idée de l'union, parce que initialement, c'est un parti qui n'existe pas, qui ne recueille pas beaucoup d'électeurs, en tout cas pas à l'échelle nationale, mais qui s'est vite plu dans cette idée d'union parce qu'elle était mêlée avec des partis beaucoup plus puissants qu'elle. Il y a une autre motivation pour elle, et qui vaudra aussi pour François Ruffin, je la redirai peut-être, c'est que quand tu prônes l'union de la gauche, et tu dis je vais du NPA, en tout cas de LFI, à son aile droite, c'est-à-dire le PS, voire Place Publique. Donc tu vas de là à là. Qui c'est qui est au milieu ? C'est Europe Écologie Les Verts et François Ruffin. C'est simple, ces gens-là ne sont pas là pour l'union parce que ils veulent que la gauche gagne, ils sont pour l'union parce que l'union signifie eux au centre, eux la médiane entre la droite et la gauche de la gauche. Bon, hormis ça, qu'est-ce qu'elle a comme programme ? On sait pas en fait. Le problème des écolos, c'est qu'on sait pas en fait. Tondelier, ça fait depuis les 2024, on la voit tous les jours, et à chaque fois, elle parle de deux choses, de l'union de la gauche et du fait qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Mais nous, ça on le sait très bien qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. On veut faire le barrage à l'extrême droite. Par contre, à côté, on veut proposer des choses. Et c'est pas ce qu'elle fait, elle. Elle, la vérité derrière tout ça, c'est que son existence tient dans le barrage à l'extrême droite. Parce que le NFP, c'était ça. Ça s'est construit simplement là-dessus, sur des seconds tours gagnés contre l'extrême droite. Mais les vrais programmes de gauche, eux, si tant est qu'ils existent, peut-être chez Mélenchon, mais là, c'est soit à Mélenchon, là, c'est pas possible, faut que j'arrête. Mais en tout cas, ils proposent des choses. En l'occurrence, elle ne propose pas grand-chose. Vous voyez même dans sa médiatisation. Pourquoi ? Parce que elle vient d'Hénin-Beaumont, donc la circonscription de Marine Le Pen. Elle vit tous les jours dans un milieu d'extrême droite, donc elle sait ce que c'est. C'est une militante, certes, contre le Rassemblement national, mais c'est pas forcément une militante de gauche. D'autant plus que, je rajouterai un détail un peu mesquin, mais à chaque fois, ils se présentent comme les fers de lance de l'Union. Il ne faut pas oublier qu'avant le NFP aux législatives, il y avait les européennes de 2024, et LFI avait proposé de faire une union commune, ça veut rien dire, une union avec Europe Écologie Les Verts, derrière Marie Toussaint en tête de liste, et Europe Écologie Les Verts a refusé. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé ? Parce que au final, ils n'ont même pas réussi ça, mais dans leur tête, les européennes, c'est le seul truc où ils arrivent super haut. Et donc, ils n'ont pas besoin. Alors que pour les élections nationales, donc législatives, présidentielles, ils n'ont pas assez de poids. Donc, l'idée de l'union est géniale pour eux. Ça les permet d'exister avec des bases militantes super solides et sérieuses, comme celle des LFI. Et d'ailleurs, tous les autres partis ont bénéficié pendant les législatives des militants de la France Insoumise. Et eux, c'est pareil. Mais même du nom, si vous voulez. Le fait d'être à côté d'autres noms comme ça aussi importants, de visages aussi importants, ça leur permet d'exister depuis 2 ans. Donc elle surfe là-dessus. Même si je pense pour moi que vraiment le truc le plus important, c'est quand tu y réfléchis, en fait, c'est elle, s'il devait avoir une union de la gauche, qui représenterait le mieux la médiane entre tous les bords de la gauche politique en fait. Et c'est pour ça que elle met en avant à ce point-là cette idée de la primaire. Donc elle est candidate. On y reviendra, elle est peut-être favorite d'ailleurs. Mais il y a un autre grand candidat, qui est lui, le même pattern, je l'ai dit, c'est François Ruffin. Donc François Ruffin, je rappelle un peu qui c'est un mec qui vient de Picardie, qui a longtemps été à la France Insoumise, il a siégé avec eux,
Et il est député, je crois, depuis 2017. Et il avait d'abord été connu alors pour deux choses. Déjà, bah, c'est un journaliste. Il avait fait son documentaire Merci Patron, qui avait été encensé, qui est un excellent documentaire d'ailleurs sur le milieu ouvrier. Et ensuite, en tant que député, parce que c'était un député qui était, il faisait que dire qu'il se payait au SMIC. On l'a encore revu il y a pas longtemps là-dessus. À ce moment-là, moi par exemple, je le trouvais plutôt sympa. Déjà parce que c'était un visage différent à la France insoumise, le côté un peu rural, et aussi journaliste un peu plus artistique et intelligent qu'un Émeric Caron, par exemple. Il apportait un souffle différent qui était intéressant au milieu des autres. Et ça, c'est important. Ruffin, il est intéressant au milieu des autres. Ensuite, il a commencé à essayer d'exister tout seul. Il a officiellement quitté la France Insoumise pour créer son parti. Alors, son parti existait déjà, il s'appelait Picardie Debout, parce que je l'ai dit, il est Picard, et il est élu là-bas. Et ensuite, il l'a renommé, quand il a décidé de candidater pour les présidentielles, simplement Debout. Donc aujourd'hui, son parti s'appelle Debout, et c'est avec Debout qu'il va candidater pour la primaire de la gauche. Cette campagne d'annonce, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais ça illustre bien à quel point le personnage est médiocre. Il a, pour annoncer donc la création, en tout cas la renaissance de Debout, il avait un slogan qui était «Pour une France qui pue des dessous de bras». Alors je ne mens pas, il avait vraiment écrit ça. Alors il l'a jamais réutilisé, je crois, parce que bon, je crois ça a pas fait de bad buzz ou quoi, mais c'est juste tellement ridicule. Alors, donc il s'adresse dans l'idée aux ouvriers, quoi, aux gens qui travaillent, c'est tout son truc, je pense que vous avez déjà vu. La classique caricature de Ruffin, c'est tu lui parles une seconde et après il dit «Et Catherine, elle travaille, elle est aide-ménagère, elle gagne 1 200 € par mois, comment est-ce que vous voulez qu'elle vive?» Bon, il a encore fait, je crois, au JT là et tout, mais ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il utilise beaucoup les témoignages, les visages, les noms, c'était une méthode qui était intéressante, mais maintenant, bon, ça nous fait doucement rigoler parce qu'il spamme le truc, quoi. Et surtout parce qu'en réalité, on a compris qu'ils s'en foutaient un peu de ces gens, quoi. Et, euh, et donc, il s'adresse aux gens qui travaillent, c'est son truc. Sauf que, certes, alors, par exemple, si on voit les affiches de l'URSS dans les années 60-70, il y a toujours eu ce culte du corps, de l'ouvrier qui travaille, là où le bourgeois dort et euh, se pavane dans la luxure, quoi. L'ouvrier, il bosse, de fait, il transpire, mais enfin, on n'a jamais mis en avant le fait que le mec puait des bras, en plus d'être un peu méprisant d'une certaine manière, parce que euh, on résume pas, si vous voulez, le milieu ouvrier au fait que c'est des gens qui puent des aisselles. En plus, c'est super ridicule, quoi. Ça fait juste rire. Il y a une intention derrière, mais qui marche pas, quoi. Tu dis pas ça. C'est un peu, le mec qui veut donner un ton un peu réaliste de la vraie vie, mais qui fonctionne pas du tout. Les gens ont pas envie que on les caractérise comme des mecs qui puent des dessous de bras, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais donc c'est ça, quoi. C'est une sorte de. En plus, il vit sur une idée comme quoi la, la France rurale ne vote Rassemblement National que parce que ils sont fâchés contre le macronisme, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et qu'en réalité ils sont pas du tout racistes. C'est le fameux fâché, pas facho. Sauf qu'en réalité, beaucoup d'études ont montré que si ça a été vrai à une époque, il y a d'abord eu un vote Rassemblement National dans la première phase de Marine Le Pen, où le vote, elle a fait la conquête d'un vote populaire de gens désespérés, etc. Ça c'est vrai, mais aujourd'hui c'est plus vrai du tout en fait. Alors pourquoi? Bah parce que aujourd'hui les électeurs RN qui sont peut-être venus il y a quelques années euh, pour des raisons économiques et de détresse, aujourd'hui, ils ont été dressés en militants racistes. Et d'autres parce que les nouveaux militants RN, qui sont donc par exemple des gens très jeunes qui ne pouvaient pas voter avant, et ben, ils sont avant tout motivés pour des raisons racistes. Et d'ailleurs, il y avait eu un sondage là-dessus qui disait que 80% des électeurs RN se disaient racistes. Dans le privé, bien sûr. Mais enfin, c'est plus vrai, quoi, en fait, le fâché pas facho. Déjà, bah, parce que le RN, ça concerne trop de gens. Il y a trop de gens qui votent le RN pour que ce soit que des gens pauvres qui votent pour eux par détresse. Et puis surtout parce que, factuellement, c'est faux. Mais lui, il vit de cette idée-là, donc, parce qu'il l'a prouvé d'une certaine manière
en gagnant dans des circonscriptions données gagnantes au RN. Si vous voulez, là où il est actuellement, la circonscription qu'il a avant, et il était une autre juste à côté, une voisine aux législatives précédentes, c'était lui en rouge au milieu du bleu du RN, quoi. Ça, c'est un fait. Il arrive à gagner dans des coins compliqués. Mais c'est tout. En fait, il est persuadé que lui, ça, il peut le faire à l'échelle nationale. Il croit qu'il a un discours qui est capable de toucher tous ces coins-là de la ruralité et qui vont se mettre à voter pour lui. Sauf que c'est pas vrai. Bah déjà, pour une raison un peu simple, encore une fois, je vais être un peu, je vais être un peu bâtard, mais je pense que vous aviez suivi ça. Ruffin, ça avait été révélé, il l'avait avoué ensuite, que pendant la dernière législative, il avait deux types de tracts différents. Un avec Mélenchon, qui donnait au coin HLM de sa circonscription et aux Noirs et aux Arabes en gros, et un sans Mélenchon qui donnait aux gens de la ruralité. Donc, alors, il gagne pas que par ça, il gagne parce que je pense que c'est un homme de terrain qui est capable de convaincre les gens avec la proximité, mais aussi par des magouilles. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que tu peux faire dans ta circonscription, tu peux pas le faire sur le reste de la France. Et autre chose, c'est que on sait aussi que quand il parle aux gens de sa circonscription, il cède sûrement sur certains points, notamment sur le racisme. Je pense qu'il laisse les gens parler. Je pense pas qu'il leur dit « Ah non, vous pouvez pas dire ça, c'est super raciste ou super transphobe ou homophobe. » Non. Par contre, quand tu aspires à être président, les discours, tout le monde les entend. Et donc, si tu commences à bégayer sur les questions de transphobie, par exemple, ou en tout cas pas être pas assez certain de ce que tu dis, eh ben, les gens qui sont concernés par ça, et pas que, ils vont pas voter pour toi. Donc il va falloir qu'il fasse un choix, et le problème c'est qu'il n'y arrive pas, parce qu'il est conscient de ça, je pense, d'une certaine manière. Donc là, ça fait quelques mois qu'il est beaucoup moins bon. Il était bon au début avec le NFP, parce que c'était il a lancé un peu la vague de cette manière-là. Je crois que même c'était lui le soir du lendemain de l'annonce législative, donc après que Macron est renversé et dissout l'Assemblée. Il avait, lui, appelé directement à un nouveau Front Populaire. Donc c'était lui qui était le visage, et il avait un peu un buzz à ce moment-là. Mais en fait, au fur et à mesure, on a découvert donc les fameux trucs que je vous ai dit, et puis surtout, il a dû de plus en plus exprimer ses programmes politiques. Il y a eu d'autres trucs à la con, par exemple, il a commencé à se la jouer très négociateur, dans le sens où il y avait eu comme ça un truc où il avait dit qu'il était prêt à accepter 2% de plus sur le SMIC, que que c'était déjà ça, quoi. Si vous voulez, il était dans une logique de compromis très très vite. Tandis qu'on n'attendait pas ça de François Ruffin. En fait, François Ruffin, pendant longtemps, c'était une personnalité intéressante parce qu'elle était unique, en fait. C'était ce mec-là qui se payait au SMIC, qui venait pas en costume, qui emmerdait les puissants, qui parlait mal des milliardaires, qui disait les choses, qui allait voir la France silencieuse, etc. C'était un mec qui était vraiment intéressant. Et en fait, là, on l'a découvert quand il a commencé à montrer son ambition comme une sorte d'homme d'État, prêt à gouverner, prêt à faire des compromis, à une période où, en fait, on n'est plus prêt à en faire. Et lui, d'ailleurs, ça a été un des premiers mecs à porter le discours plus jamais PS pendant la loi travail de François Hollande. C'est comme ça, en fait, le mec a connu une ascension, un succès d'abord par son caractère unique, super anti-politicard, pour au final en être un simplement par soif de pouvoir. Donc on en est là. Alors il y a encore des gens qui le soutiennent, parce que globalement il incarne ce truc-là de mec qui est ni LFI, qui est pas Mélenchon, mais qui est pas le PS non plus. Donc il fait un candidat intéressant, en tout cas à la victoire de ce truc-là. Et normalement, on est bon pour les trois, c'est ça, pour les trois candidats principaux officiels. Alors, pour ceux qui ont dit non officiellement, vous les connaissez, c'est d'un côté Jean-Luc Mélenchon qui... alors, ils ont un peu laissé planer l'idée, LFI, pendant le courant du NFP, parce que, pour des raisons de stratégie, en fait, c'était au moment où c'était encore d'actu de potentiellement se retrouver avec Lucie Castet comme Premier ministre, les mecs préféraient ne pas trop s'exprimer
sur cette idée de primaire de la gauche pour les présidentielles, parce que ça niquerait l'union. Et donc, ils étaient silencieux. Je crois même qu'ils avaient émis un pourquoi pas. Genre, Bompard avait dit un pourquoi pas. Mais ensuite, quand on a compris qu'on s'était fait niquer, en gros, donc, qu'il y a eu Barnier, Bayrou, puis Le Cornu, et la question a commencé à vraiment se poser concrètement, et ben, ils ont dit qu'ils iraient pas. Je vous rappelle qu'il y avait déjà eu ça en 2022, alors ça avait fait moins de buzz parce que c'était moins officiel, mais pourtant c'était beaucoup plus marrant. Il y avait eu en 2022 une primaire de la gauche auquel je crois que les écolos avaient participé, le PS aussi, tout le monde avait un peu participé sauf LFI, mais c'était à caractère officieux. Donc par exemple les écolos avaient participé, Yannick Jadot avait participé, mais il avait perdu, mais il avait quand même candidaté et ça allait très bien à tout le monde. Et alors, rappelez-vous, c'était quand même Christiane Taubira qui avait gagné. Donc je pense qu'elle s'y attendait pas trop d'ailleurs. Très vite, avait annoncé donc sa candidature avec une super vidéo de poésie, avec des fonds de la plage, ensoleillée, un soleil qui se lève avec une police d'écriture à la con et de la poésie. Bon, tout le monde s'en était vite branlé, et je crois qu'elle s'était retirée aussi vite qu'elle était apparue. Elle avait appelé à voter Mélenchon premier tour. Donc, même quand c'était pas important la primaire, et d'ailleurs ça l'est pas spécialement non plus aujourd'hui, mais on en parle plus, LFI s'est toujours positionné contre, avec une position très simple qui est que ils considèrent qui sont les plus importants à gauche, qui sont majoritaires, qui ont les plus grandes chances de gagner, et qu'ils trouvent une partie de leurs électeurs seulement pour les présidentielles, et donc que pour une primaire, ils seraient perdants parce que c'est les partis qu'on dira conventionnels, en tout cas les gros appareils, qui gagnent ce genre de conneries parce que ils ont des militants habitués à voter. Eux, c'est, si vous voulez, en gros, Mélenchon, il arrive toujours à choper des électeurs chez des gens qui votent pas habituellement. Donc eux, c'est pas leur truc, parce que, en gros, la vraie raison, c'est juste, ils en ont pas besoin, en fait. Ils savent que les autres vont se bouffer entre eux. Ils perdent pas spécialement de votes dans l'histoire. Ils en gagnent pas non plus, en réalité. Et puis, ils ont pas envie de prendre le risque de perdre, de pas se présenter au présidentiel pour une connerie comme ça, quoi. Donc, ils ont vite dit non. Et franchement, personne leur est tombé vraiment dessus, quoi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que si le truc avait paru sérieux, légitime, bien fait, avec des visages intéressants, toute la presse leur serait tombée dessus. Notamment la presse... En fait, même Libé, par exemple, qui est quand même un média de gauche qu'on dira molle, plutôt d'accord avec le compromis, et ben ils leur tombent pas dessus, parce qu'ils savent qu'en fait, c'est déjà destiné à couler, cette histoire. L'autre grand absent, c'est quand même Raphaël Glucksmann, qui est donc l'aile... d'aucuns diront l'aile nazie de la gauche, mais... non mais l'aile CIA, quoi. En tout cas, Glucksmann, c'est un visage, lui aussi, comme Mélenchon, qu'on dira unique dans la gauche, puisqu'on en vient à se demander quand même ce qu'il a de gauche, quoi. Donc, Glucksmann, qui est le chef et créateur du parti politique Place Publique, qui est un parti qui se dit ami du Parti Socialiste. Alors, je crois qu'il y a... Alors, quand vous regardez la fiche Wikipédia de Place Publique, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, vous voyez 2-3 autres blazes, alors je sais même plus qui c'est, mais globalement, c'est Glucksmann. Ce parti, il a d'abord une connotation positive pour une partie des militants de gauche, parce que Glucksmann, à un moment, c'était le visage de deux choses. De la dénonciation du génocide du Rwanda, plutôt dans sa carrière, et ensuite de la dénonciation du génocide des Ouïghours et de son boycott, parce que c'était un député européen, et c'est un des premiers, et c'est d'ailleurs le seul, il portait vraiment, ça on peut lui reconnaître, ce discours du boycott des grandes entreprises qui faisaient appel à la Chine et donc aux usines utilisant des Ouïghours pour produire leurs vêtements notamment. Et d'ailleurs, nous qui étions très jeunes, on l'a beaucoup
on l'a beaucoup encensé. Alors moi je me rappelle, on était des milliers à avoir mis, je crois que c'était un truc bleu, une sorte de PP, une photo de profil Insta bleu. On repostait tout le temps ces trucs et tout parce que de fait c'était légitime, son combat était légitime. Malheureusement, quand il a commencé à parler moins des Ouïghours et parler plus d'autres choses, surtout quand il a commencé à émettre la possibilité d'être candidat, donc tôt, hein, parce que dès 2024, on a commencé à parler de lui, déjà parce que malheureusement, il faisait partie des gens concernés par le nouveau Front Populaire au début, parce qu'on on demandait à tous les partis de gauche ce qu'ils en pensaient. Alors je crois que ils étaient tristes à Place Publique parce qu'ils n'avaient pas été, contactés le soir où ils avaient fait se réunir tous les partis de gauche pour établir notamment le programme. Bon, je vais vous rappeler que ça concerne 3 pecnos à Place Publique. Mais bon, donc il était souvent appelé là-dessus. Ah non, je me trompe, je viens d'avoir un flash là. C'est pas là-dessus qu'il a eu son gros buzz, c'était aux européennes, parce qu'en fait il était tête de liste du Parti Socialiste, et donc il est arrivé en tête. Alors, je suis en tête à gauche, c'était devenu un mème, parce qu'il avait dit ça. Après, parce qu'il était, donc je crois, troisième derrière l'ERN, Valérie Hayé pour Macron, et lui, donc il était en tête à gauche, et donc il avait commencé en disant, il n'y aura pas de... On n'est plus... c'est plus le... Comment est-ce que ça s'appelait l'alliance de gauche avant, là, je sais plus ce que c'était, avant le NFP. Ah, la NUPES, bah voilà, on va pas refaire la NUPES, il faut un cap clair, etc. Tous ces mèmes-là étaient venus de là, donc il avait commencé à cultiver chez la plupart des gens, tout le monde avait cultivé une haine pour ce mec au fur et à mesure, dans le côté ultra anti-LFI, un peu insupportable, et puis un caractère, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc où tout le monde s'accorde pour dire qu'il a un truc, il est chiant, en fait, il nous fait chier, quoi. Et hormis ça, c'est un programme tellement mou dans une période où on ne peut pas se permettre de l'être, en fait, tout simplement. Alors, il est bien sûr ultra-libéral, pas spécialement concerné par la lutte écolo, ni dans l'antiracisme. Il va dire que le racisme c'est mal, le sexisme c'est mal, l'homophobie c'est mal. On l'entendra pas parler spécialement des personnes trans d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois c'est pareil, ils ont le droit de dire qu'ils soutiennent les personnes gays, mais la communauté LGBT en entier, c'est un peu trop de gauche. Pareil, pour globalement la lutte sociale, il n'a jamais vraiment rien proposé. Et d'ailleurs, il a été plusieurs fois interviewé là, à propos de sa candidature au présidentiel. Il n'a rien proposé économiquement. Alors on lui dit, mais vous êtes le nouveau Macron? Il dit non, pas du tout. Puis il n'est pas capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas le nouveau Macron en réalité. Parce que lui, il met en avant les mêmes choses que lui à l'époque, c'est-à-dire loin des partis classiques, capable d'aller chercher des gens du centre droit, parce il met en avant, il trouve ça très bien d'aller rechoper des anciens macronistes. Sachant qu'il dit ça, c'est pas genre des anciens macronistes qui étaient en 2017 qu'on déconnait et qui après sont repartis dans le droit chemin. Ça peut être des anciens macronistes jusqu'en 2020, si vous voulez. Donc ce côté, une sorte de centre qui est capable de réunir tout le monde. Il met en avant ça tout en remettant pas du tout en question la logique libérale et capitaliste. En gros, c'est un peu un guignol qui aurait pu faire quelque chose dans un monde où plein de gens ont du mal avec ce qu'on appelle le clivage des extrêmes, mais en fait il est tellement mauvais en interview et en débat d'ailleurs, parce qu'il a fait un débat avec Éric Zemmour quand même, donc là c'est deux chaussettes qui s'affrontent, et il a réussi à perdre un débat face à Éric Zemmour quand même. Globalement c'est un mec qui a un programme qui est pas intéressant, qui est dangereux si il était mis en place, mais qui n'a pas la consistance pour pouvoir le mettre en place, rassurez-vous. Donc lui, il a dit non à la primaire de gauche, alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais en réalité, c'est à peu près la même chose que Mélenchon, dans le sens où c'est des gens qui veulent pas prendre le risque de pas se présenter. À la différence que Mélenchon a un CV de 3 élections présidentielles, où à chaque fois il a pris 3%, où Raphaël Glucksmann n'a jamais été candidat à autre chose que les européennes. Voilà, je crois qu'on a fini avec tous les personnages qui composent ce joyeux bordel. Maintenant,
on va se poser plusieurs questions. Déjà, qui va voter ? Parce que je vous rappelle, c'est un truc... c'est une élection directe, donc en fait, dans l'idée, tout le monde peut aller voter, parce qu'en plus, comme c'est d'habitude les primaires qui sont à l'intérieur des partis, évidemment, il faut avoir sa carte du parti, donc au PS, il faut avoir payé ta carte d'adhésion. Là, comme ça concerne plusieurs partis, n'importe quelle personne, je pense, ça ferait sens, peut aller voter. Mais la question, c'est qui c'est qui va faire ça, en fait ? Bah déjà, il y avait ce truc-là, mais je rigolais un peu géographique de moi, j'ai pas envie d'aller à Pétaouchnok pour voter. Mais sinon, est-ce qu'on a envie de faire ça ? Est-ce qu'on soutient cette idée-là ? Et surtout, est-ce qu'on a envie de voter pour une de ces personnes-là qui nous sont présentées ? La réponse, évidemment, non. Si ce n'est, et c'est peut-être malheureusement un des trucs qui va jouer en la faveur de certains et en la défaveur d'autres, je pense notamment à Ruffin, c'est que les partis qui sont des appareils historiques, qui ont des cellules partout et des militants partout, vont avoir un avantage évident là-dessus. Donc je pense à qui ? Je pense au Parti Socialiste notamment, et à EELV un peu plus. EELV, si vous voulez, par exemple, et le PS d'ailleurs, parce qu'ils sont tous en train de mourir, ça représente pas non plus les plus gros groupes militants aujourd'hui à gauche, la France Insoumise étant loin devant, mais ça représente toujours plus que François Ruffin et Clémentine Autain qui, eux, réunissent en réalité personne. C'est même pas pour les critiquer ou moquer d'eux, mais c'est un fait, comme les partis des deux, là, existent depuis trop récemment. En plus, sont nés d'une discorde avec des plus grands partis, n'ont pas eu le temps et n'ont pas le talent de se créer des groupes militants importants. Sauf que ce genre d'élection, en fait, pour motiver les gens à aller voter, tu vas pas aller faire du tractage, tu vas pas aller faire du porte-à-porte. Donc en fait, c'est simplement ceux qui ont le plus de groupes militants existants déjà qui vont aller voter. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh ben, toutes les cellules du Parti Socialiste dans les Yvelines, eh ben, ils vont avoir la consigne d'aller voter pour Olivier Faure, où que ce soit. En plus, bon, pensons pratique, si c'est loin de ta ville, le seul bureau de vote, eh ben, on prend une voiture et on y va tous ensemble. C'est con, mais c'est ça parfois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est eux qui ont le plus de militants, et c'est pas une élection qui va réunir des gens qui votent pas d'habitude. Parce que les personnes qui sont candidates n'ont pas le pouvoir de convaincre des gens qui votent pas d'habitude, et puis surtout parce que comment tu veux intéresser les gens ? Donc là, tu vas voir quelqu'un qui vote pas d'habitude, qui a peut-être déjà voté au présidentiel, ou peut-être pas encore, et tu lui dis, il faut que vous veniez voter. Alors en fait, c'est une primaire entre des gens, donc on est plein à vouloir être président, mais on n'est pas d'accord sur qui c'est qui serait le mieux, du coup on vous propose de voter pour ça, et ensuite il faudra revoter pour nous au présidentiel si vous avez envie dans 6 mois. Ça concerne personne. Donc c'est celui qui a en gros la plus grosse, celui qui a la plus grosse parmi les partis politiques qui se présentent, et ça donne quand même une avance considérable au Parti Socialiste et à EELV. En tout cas, ce qui est certain, et c'est important de le dire, contrairement à ce qu'ils pensent, personne, hormis les militants de ces partis, ne va venir voter. Je veux dire, pensez à vous, par exemple, que vous soyez... Bon, faut quand même, être militant de gauche. Après, si vous êtes militant de droite et que ça vous fait rire d'y aller, pourquoi pas. Mais en tant que militant de gauche, à part si vous avez votre carte au Parti Socialiste ou à Europe Écologie Les Verts, est-ce que vraiment vous allez faire ça ? Alors, peut-être qu'il y a des... Mais le truc qui est intéressant, c'est que même des gens qui trouvent que Ruffin, c'est bien, ils vont pas faire l'effort d'aller faire ça. Ça demande trop d'efforts. Ils verront au premier tour, quoi, c'est tout. Donc là-dessus, ça va sûrement déconner. Qui va gagner ? Moi, je vous le dis, je pense que ça va être soit Tondelier, soit Olivier Faure pour cette raison. Alors, si Olivier Faure, au final, ne se présente pas parce que François Hollande a décidé qu'il voulait être président, eh ben, je pense que c'est Tondelier qui va gagner simplement. Alors, par exemple, si le PS, au final, se présente pas, peut-être qu'une partie des militants du PS... côté Olivier Faure vont aller voter pour cette élection, bon pourquoi pas, et auquel cas voteront sûrement pour Marine Tondelier, parce que c'est un personnage un peu populaire, bon, je lui accorde ça, elle n'est pas détestable du tout, elle a joué sûrement un rôle important pendant le NFP, et donc je la vois gagner, moi, cette élection-là. Maintenant...
la question, c'est quand même, imaginons là que l'élection ait lieu. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Il y a de grandes chances, alors je dis pas que c'est le plus probable, mais qu'au final, les mecs, le truc explose en fait. Bah, par exemple, si le PS au final candidate pas, ça fait quand même quelqu'un en moins, ça fait beaucoup de votes en moins, et surtout, il y a un truc classique dans ce genre de machin, c'est que dès qu'il y en a un qui ose partir enfin, tous ceux qui ont au final été pas certains non plus, ils se cassent aussi. Par exemple, si au final Olivier Faure se retire, peut-être que Ruffin, qui va sentir la merde, en gros Tondelier qui gagne, et il veut tellement être candidat, et ben il se casse au dernier moment en disant que au final ça a pas marché ou je sais pas quoi. C'est très probable. Et s'il reste que Clémentine Autain et, euh, et Marine Tondelier, ils vont pas le faire au final, quoi. Ils feront un accord où Clémentine Autain se retire. C'est aussi possible, hein. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien de gens vont voter pour ce truc. En fait, ça va être minuscule par rapport au nombre de Français. Ça va être ridicule. Donc déjà, c'est pas certain qu'au final, ça tienne jusqu'au bout. Et il faut pas exclure que tous ces mecs-là qui candidatent, au final, on les retrouve à la présidentielle candidats séparément. Alors Clémentine Autain, par exemple, moi, même s'il n'y a pas de primaire, j'imagine bien se retirer pour Tondelier, hein. Mais moi, je vois très bien un monde où, au final, ils trouvent ça très bien que ça se casse la gueule. Ils trouvent une excuse. Exemple, Olivier Faure qui y va pas au final. Et on retrouve Ruffin et Tondelier qui candidatent tous les deux. Mais si ça se tient, quel poids ça a en réalité? En fait, allez, partons du fait que c'est Tondelier ou Ruffin, parce que, comme je l'ai dit, c'est des candidats qui se ressemblent un peu dans le côté au milieu de la gauche. Et c'est pour ça qu'ils mettent en avant tout ça, même si Tondelier a l'avantage de faire partie d'un parti qui existe déjà, même s'il a un poids qui est pas énorme. Si les deux, là, un des deux gagne, et va à la présidentielle, il est censé avoir le soutien des autres candidats. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le soutien, ça veut pas dire grand-chose. Parce que, prenons Tondelier qui gagne. Ruffin, on l'a vu, son ambition, elle transpire. Le mec, il va avoir tellement le seum qu'il va pas se la donner pour que Tondelier gagne. Alors, il pourrait avoir un ministère, mais enfin, il pourrait tout à fait avoir un ministère aussi sans faire une campagne à fond les ballons. Globalement, le truc, c'est, par pitié, juste ne candidate pas pour... Alors, pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'ils s'imaginent quand même qu'ils ont tous individuellement un poids tel que leur union et surtout leur candidature unique pourrait complètement faire casser la gueule à chacun. Ou, à l'inverse, les mener à la présidentielle. Mais pas du tout, en fait. Le truc, c'est que Ruffin, imaginons que Ruffin, Tondelier, Clémentine Autain, Olivier Faure, Fabien Roussel candidatent tous. On a vu un équivalent de ça en 2022. Hein. Et ben chacun, ils vont prendre leurs 2% et puis c'est tout. Et en plus, c'est pas parce que au final ils font un candidat unique qu'on va additionner les pourcentages. Ça marche pas comme ça du tout. Hein. Déjà, parce que au final, est-ce qu'il y en a pas par exemple, disons que je sais pas, c'est Olivier. Imaginez le pire, je pense, le meilleur exemple pour ça, ce serait Olivier Faure qui gagne. Est-ce que vous croyez vraiment que la plupart des gens, des militants de Marine Tondelier et de François Ruffin, vont en majorité voter pour Olivier Faure plutôt que Jean-Luc Mélenchon au premier tour? Moi, je pense pas du tout. Alors, potentiellement, effectivement, une Marine Tondelier, les électeurs de plutôt ruffinistes iront vers elle. Mais si c'est Olivier Faure qui gagne le Parti Socialiste, pour plein de gens, notamment des ruffinistes, ça sonne pas bon. Ça sonne Hollande, donc le chemin vers Macron, la loi travail, ça sonne pas bon du tout pour eux. Même la déchéance de nationalité qui était proposée par Hollande pour les rares militants ruffinistes qui sont pas racistes, c'est une blague. Donc, il faut pas oublier que ça marche pas par addition. Donc, cette idée-là de se tirer dans les pattes alors qu'une union nous permettrait d'avoir la voie royale, ça marche pas comme ça du tout. D'autant plus que, imaginons si on avait demandé à Mélenchon, par exemple, une union parfaite, où Mélenchon se retire pour Marine Tondelier. Et ben ça, c'est un excellent exemple de 5-10% de Mélenchon qui vont vers le Rassemblement National, par exemple. Parce que Mélenchon
hors présidentielle, tout le monde en fait l'ultra-wokiste, etc. Mais la vérité, c'est que lui, il va chercher 5% dans des coins RN, certes pas en ruralité, mais en banlieue, à chaque présidentielle. Ce que Ruffin prétend faire, Mélenchon le fait déjà, c'est un fait, en fait. Parce que socialement, il est carré, et il sait quoi dire, et il sait comment convaincre les gens. Bon. Il y a quand même une grande question, c'est que donc tous ces mecs-là, là, ils disent une chose, ils disent « on fait ça parce qu'on veut que la gauche gagne ». Mais alors, moi j'ai une question, c'est si vous voulez que la gauche gagne, pourquoi est-ce que vous soutenez pas Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il a quand même un dossier plus solide que vous, non ? Déjà, c'est 3 élections. La première, celle de 2012, je vais être approximatif sur les chiffres, il fait 12%. Il revient en 2017, il fait entre 18 et 19%. Il est 4e, collé avec Fillon. J'aimerais pas être collé avec Fillon, personnellement. 2022, il est à 400 000 voix du second tour. Il fait 21-22%. Donc, il est clairement celui avec le dossier le plus épais de tout ce groupe-là. Pourquoi ? Parce que là, dans tous ceux qui sont candidats, il n'y en a aucun qui s'est présenté à une présidentielle. Il n'y en a aucun qui a eu de tels succès en présidentielle, des échecs, mais qui sont des succès d'une certaine manière, puisqu'à chaque fois, ils grandissent. Autre chose, il défend un programme que vous avez vous-même défendu lors des législatives, non ? Désolé, je suis encore obligé de faire le zinzin soumis, mais malheureusement, bon là, les mecs, c'est tellement des guignols qu'on est obligé de se la jouer pour un soumis. Le programme des présidentielles de Mélenchon, à quelques détails près, je pense sur le nucléaire, parce que Mélenchon, il est grave anti-nucléaire, mais c'est un truc, il a toujours su qu'il était un peu fou là-dessus, et il serait prêt à céder, il l'a déjà dit, mais globalement. Et c'est d'ailleurs un des trucs que LFI fait exprès de mettre en avant, parce que ça les aide d'une certaine manière, c'est que eux, ils portent le programme du NFP. Comme avant, ils portaient le programme de la NUPES. Tout le truc où LFI est fort d'un point de vue de communication, c'est que c'est les seuls à porter vraiment le programme dit commun de la gauche. Parce que Ruffin a déjà dit qu'il accepterait plein de compromis, il l'a déjà dit, qu'il était prêt à ça, à être un bon président. Tondelier, on ne sait pas ce que c'est son programme. Olivier Faure se dit un capitaliste social, bon, quoi que ça veuille dire aujourd'hui. Globalement, le programme du NFP est celui qui sera porté par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Donc un programme que vous avez soutenu, vous, qui aujourd'hui parlez d'union de la gauche. Je dois aussi préciser que, certes, c'est une personnalité qui a fait débat récemment, mais c'est surtout une personnalité qui rapporte des voix, qui est connu comme étant un grand orateur, surtout un génie de la politique. Bon, donc, qui est en gros bien meilleur que vous tous, même, d'ailleurs, humblement, il est plus âgé. Jusqu'à récemment, on trouvait ça normal qu'un candidat à la présidentielle soit plus âgé. Une question de sagesse, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand même, il y a un truc qui, à chaque fois, ils aiment bien ressortir. C'est Mélenchon, il fait peur. Mélenchon, avec les histoires là, de Palestine, il est antisémite. Mais par exemple, pour être un peu taquin, Olivier Faure, il s'est fait taxer d'antisémite par Jérôme Gage et d'autres, parce que quand il avait proposé que les mairies arborent un drapeau palestinien. Il avait même dit un drapeau palestinien et israélien d'ailleurs, c'est dire à quel point il est sympa. Mais il s'était fait taxer d'antisémite. Donc, est-ce que vous préférez Olivier Faure alors que lui aussi il est antisémite, ou en tout cas il a une réputation d'antisémite ? Je vois bien ce qu'ils veulent dire. Mais en attendant, si vous voulez, si on n'est pas prêt à soutenir Jean-Luc Mélenchon alors qu'il est critiqué par la droite et que ça fonctionne d'une certaine manière, qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez pas que Ruffin, il se rend pas compte que le jour où il est dangereux politiquement et qu'il est capable de faire gagner la gauche, il va être attaqué de partout ? Tondelier, elle se rend pas compte de ça. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si eux, ils sont pas diabolisés dans les médias, c'est parce qu'ils sont pas dangereux, en fait. Donc, la seule vérité là-dedans, c'est que Tondelier, Ruffin, Clémentine Autain, c'est des gens qui ont pour ambition d'être présidents, qui aspirent à plus grand. Ils veulent pas vraiment faire gagner la gauche, ou alors ils veulent faire gagner la gauche derrière eux. Et c'est ça qui rend cette idée de la primaire si faible, c'est que
il y a une solution très simple si tu veux faire gagner la gauche. Tu te mets derrière Jean-Luc Mélenchon. Et t'inquiète pas que les électeurs Europe Écologie Les Verts vont se ranger derrière. C'est une partie ont déjà fait ça quand c'était Yannick Jadot, parce qu'une partie, je l'ai dit tout à l'heure, de ELV n'est pas représentée par le côté atlantiste entrepreneurial de Jadot. Toute le ELV Rousseau votera avec plaisir pour Mélenchon. Alors si en plus tu leur laisses pas la possibilité d'un vote tondelier, ils iront avec plaisir. Les ruffinistes, certes ça les fait chier, pareil. Les rares votants de Clémentine Autain qu'on peut appeler les insoumis mécontents, qui sont pareil des Corbières, des électeurs de Corbière, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais si tant est qu'ils existent, ils iront voter pour Mélenchon. D'ailleurs, Corbière, il se retrouve à souvent soutenir les insoumis à la télé. Mais si tu veux que la gauche gagne, tu vas derrière Mélenchon. Bon. Pour conclure, peut-être, la vraie question, c'est est-ce que c'est dangereux pour la victoire de la gauche ? Bon. On peut pas savoir avant que ça arrive. Pour moi, il y a deux choses. C'est qui c'est qui va gagner cette primaire, déjà ? Ça, le côté dangereux pour la victoire de la gauche. Moi, je considère que ce que je veux dire par dangereux, c'est un candidat issu de cette primaire-là qui, au moment des présidentielles, prend trop de voix à Mélenchon, faut le dire, et empêche un second tour. Je présente le truc comme ça parce que pour moi, c'est impossible qu'un candidat issu de cette primaire aille au second tour. Fasse d'ailleurs même plus que 11%, si vous voulez. On en est là, parce qu'évidemment que la plupart des gens ne voteront pas pour un de ces candidats-là, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire voter les gens qui votent pas, et les gens qui votent habituellement veulent pas voter pour eux. Néanmoins, 5% ça joue, on l'a vu en 2022, 2% par Roussel, ça a permis à niquer Mélenchon. Donc ça va dépendre de qui y va. D'ailleurs, c'est pas exclure que, imaginons que ce soit Marine Tondelier qui gagne, qu'au final, 3 mois avant les présidentielles, elle se retire pour Mélenchon. C'est vraiment pas exclure. Je pense par exemple Tondelier, c'est un bon exemple d'une personne qui veut simplement faire exister son parti et qui donc se retrouverait très bien dans un accord où on leur accorderait quelques ministères, oui. Ruffin, je pense pas. Ruffin, je pense qu'il est tellement persuadé qu'il peut aller loin qu'il s'allierait jamais derrière Mélenchon. Enfin, je pense pas. Et Olivier Faure, comme tout bon socialiste, va suivre Anne Hidalgo dans les 2%. Et le PCF, on n'en sait rien. Donc, est-ce que c'est dangereux ? C'est toujours un peu dangereux d'avoir autant de candidats à gauche. On peut rappeler Jospin en 2002 et la profusion de candidats de gauche qu'il y avait, même si on est un peu plus précis, l'alliance, la non-alliance qu'il y avait eu entre le NPA et Lutte ouvrière en 2002, où ils ont fait chacun 5%, alors qu'ils auraient pu faire 10% conjointement. Bon, trop de propositions fait toujours du mal. Maintenant, soyons sérieux. Là, les gens que je vous ai montrés, là, que je vous ai présentés, et ce que vous en avez déjà vu certainement, est-ce que vous allez continuer de voir ? Tout électeur de gauche un peu sérieux, qui tient vraiment à ce que les choses changent, parce qu'elles doivent changer, et je pense qu'on continue à le voir, notamment dans Minotaur, même s'ils aiment pas trop Mélenchon, s'ils trouvent qu'il crie trop, que il a eu des phrases un peu cheloues sur l'antisémitisme. Parce que je suis d'accord, moi, le truc de l'antisémitisme résiduel, c'était une connerie, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Bon, je continue. Olivier Faure est lui aussi antisémite, d'après certaines personnes. Mais bon, si vraiment vous voulez que la gauche gagne, et je parle aux électeurs là, normalement, ils donneront pas de voix à une de ces personnes-là. Donc je pense que dans tous les cas, ce candidat-là, s'il existe, et moi je pense qu'il finira pas par exister, je pense que ça va péter, s'il existe, je pense qu'il n'aura pas la capacité à prendre tant de votes que ça à Mélenchon, et j'espère que Mélenchon, lui, aura la force de les prendre. Donc c'est tout ce que je souhaite. Maintenant, bon, s'ils pouvaient tous se retirer derrière Mélenchon, ce serait très bien, ce serait encore plus simple. Mais voilà, bon, globalement, c'est tous des gros oiseaux, et on leur souhaite soit de se retirer, c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire, soit que cette idée-là explose pour qu'on rigole au moment du premier tour de 2027 avec
avec tous leurs programmes ridicules. Moi, ça me régalerait de voir leurs résultats à la fin. Mais parce que comme ça m'avait régalé de voir Pécresse, Anne Hidalgo. Mais bon, après, il y a les choses sérieuses aussi, c'est-à-dire, nous, on veut faire gagner la gauche. Si ça avait été un candidat d'Europe Écologie Les Verts qui avait la capacité de Mélenchon, on aurait voté pour lui. En l'occurrence, c'est pas le cas. On n'est pas des insoumis, on veut faire gagner la gauche. C'est tout. Voilà, je pense qu'on est bon. Normalement, j'ai rien oublié. Bon, je reviendrai. Alors, peut-être on en reparlera sur nos conversations célestes à un moment pour plus rigoler, parce que c'était un peu dur pour moi de rigoler tout seul, mais franchement, il y a trop de... Tous ces personnages-là, ils sont géniaux. J'ai oublié des aspects tellement drôles. Moi, je pense surtout à Garrido et Corbière qui, dans cette délégation sortant du train, là, ont l'impression d'être le FC Barcelone. C'est quand même génial avec Lucie Castet, tous ces gens-là qui sont d'une médiocrité, qui existent que grâce à ça. Et c'est là que c'est fou toute cette idée. C'est aucun de ces gens ne veut faire gagner la gauche. Ces personnes veulent juste exister en fait, parce que sans ça, ils n'existent pas. Voilà, bon, écoutez, à la semaine prochaine. Je sais pas de quoi est-ce qu'on parlera. Vous serez informés lundi prochain certainement. Et voilà, je vous laisse. Ciao.